Bonjour à tous, c'est Émilie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part ensemble en visite. En fait, lorsque vous allez visiter, que ce soit un immeuble ou un appartement, il va y avoir différents points à noter. Ça va être peut-être des points qui vont nécessiter en fait des travaux, donc qu'il faudra anticiper lorsque vous allez faire votre chiffrage, ou c'est des points qui vont juste vous donner des indices sur la gestion de l'immeuble, sur la structure de l'immeuble, etc. Mais le plus compliqué lors d'une visite, c'est de savoir ce qu'il faut regarder et qu'est-ce que ça signifie. Donc aujourd'hui, moi je vais vous aider lors de vos visites avec des checklists. Dans cette vidéo, on va partir sur la checklist sur les parties communes. Ce que je vous propose de faire, c'est de télécharger via le lien juste en dessous la checklist qui est gratuite en PDF et qui va vous permettre de vous accompagner lors de vos visites. Et je vous propose de la télécharger dès maintenant puisque comme ça vous pourrez suivre avec moi et je vais vous expliquer point par point ce qu'il est important de noter du coup dans les parties communes. Allez, c'est parti! La première chose qu'il va falloir noter, c'est le nombre de compteurs électriques. En général, quand vous rentrez dans les parties communes d'un immeuble, souvent, en fait, les compteurs électriques sont situés juste à côté de la porte d'entrée. Donc, vous franchissez la porte d'entrée et vous avez les compteurs électriques sur un côté. Dans les immeubles dans lesquels l'électricité a été refaite plus récemment et donc un peu plus aux normes actuelles, les compteurs seront situés directement dans les appartements. Donc, si vous ne les voyez pas dans les parties communes, ils seront sûrement dans les appartements. Logiquement, il y a autant de compteurs que de logements, plus un compteur pour les parties communes. Si ce n'est pas le cas, posez-vous des questions, posez la question au vendeur si tous les appartements ont bien été déclarés, que ce soit à la mairie ou aux impôts. Si vous n'êtes pas bien sûr de la réponse, n'hésitez pas à appeler le service urbanisme de la mairie qui vous indiquera combien, selon eux, il y a de logements dans l'immeuble. Et si le nombre qu'ils vous donnent n'est pas correspondant au nombre réel d'appartements dans l'immeuble, dans ce cas-là, posez-vous des questions. C'est peut-être qu'il y a eu un petit souci au niveau de la déclaration et qu'il y a peut-être un appartement qui a été créé mais qui n'a pas été déclaré, que ce soit à la mairie ou aux impôts. Combien y a-t-il de compteurs gaz et y a-t-il un chauffage collectif? En fait, vous allez y avoir, comme les compteurs électriques, vous allez avoir des compteurs de gaz. Alors, ils sont parfois situés à l'entrée, parfois situés au niveau des étages. Normalement, il y a autant de compteurs électriques que d'installations gaz dans les appartements. Sauf s'il y a un chauffage collectif qui est en général un chauffage gaz. Dans ce cas-là, vous pourrez n'avoir qu'un compteur de gaz et qui alimentera en fait la chaudière collective. Faites bien attention à ce que les compteurs gaz ou même électriques soient identifiés. C'est quand même un petit peu plus simple pour s'y retrouver et pour gérer l'immeuble, surtout quand vous le faites vous-même. Combien y a-t-il de compteurs d'eau ou de sous-compteurs d'eau? Là, deux possibilités pour l'eau. Soit vous avez un seul compteur d'eau et ensuite vous avez des sous-compteurs, c'est-à-dire que vous prenez à votre nom le compteur d'eau, donc c'est vous qui allez payer, et vous répercutez tout ça via les charges des locataires, donc soit par des provisions sur charge, soit par des charges forfaitaires. Et en fait, si jamais vous découvrez une anomalie à un moment dans l'année, vous allez pouvoir, grâce au sous-compteur, déterminer quel est l'appartement qui a consommé beaucoup. Si il y a plusieurs compteurs d'eau, ça veut dire que chaque locataire a son compteur d'eau, a son nom, et donc c'est lui qui paye l'eau directement et vous n'avez rien à prendre comme abonnement. Quel type de sol et dans quel état est-il? Ça peut paraître bateau, mais il faut toujours regarder sous vos pieds ce qui s'y trouve. Lorsqu'on est dans les parties communes, il faut que ce soit un sol qui soit facile à nettoyer, facile d'entretien. Si en général, ce qui est l'idéal vraiment, c'est le carrelage, puisque ça résiste. Cependant, si vous avez un plancher bois, sachez que le carrelage, c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que le bois, ça travaille et qu'en fait, votre carrelage va présenter des fissures. Donc si vous avez des fissures sur un carrelage, c'est sans doute qu'il a été posé sur un plancher bois. Si le bois, c'est pas toujours facile à entretenir, etc. Donc si vous voulez vraiment trouver une alternative, moi, ce que je vous propose, c'est le lino. Le lino, il y en a des beaux maintenant, ils font des choses qui sont assez sympas. Et en plus, c'est relativement facile à nettoyer. Donc ce sera plus résistant que le carrelage, puisque du coup, si le bois bouge un peu, ça ne fissurera pas. Et en plus, voilà, vous aurez une impression de propreté et ce sera beaucoup plus facile à nettoyer. On a fait le sol, maintenant quel est l'état des murs? Et oui, tout simplement, regardez simplement ce qu'il y a au mur. L'idéal encore, c'est d'avoir de la toile de verre. Pourquoi? Parce que en fait, c'est quelque chose qui est facile, très facile à repeindre. Et en fait, dès que vous mettez un coup,
c'est moins visible. Si vous avez du placo et que vous mettez un petit coup dedans, vous allez avoir une trace, un trou en fait au niveau du plâtre. Si vous avez une toile de verre, si vous mettez un petit coup, ça va protéger aussi votre mur et c'est très facile à repeindre. Donc l'idéal, c'est d'avoir de la toile de verre. Malgré tout, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais notez bien si la cage d'escalier est propre ou si elle est à repeindre. Idem pour les plafonds. Comment sont les plafonds? Est-ce qu'ils sont à reprendre? Est-ce qu'ils sont propres? Voilà, notez ça pour potentiellement le chiffrer dans vos travaux si ça nécessite. Dans quel état est la porte d'entrée de l'immeuble? Très important, c'est la première chose qu'on voit dès qu'on rentre dans l'immeuble, c'est la porte d'entrée. Donc il faut qu'elle soit solide et relativement jolie pour qu'elle puisse donner une bonne impression de l'immeuble. Il existe différents types de choses qu'on peut trouver sur une porte. Une gâche électrique par exemple, ça veut dire que les locataires n'auront pas besoin de clé, c'est-à-dire qu'ils peuvent juste passer leur badge et ça va ouvrir automatiquement la porte. Vous avez également des ferme-portes. Vous savez, c'est une sorte de bras articulé qui vient, dès que vous franchissez la porte, vous n'avez pas à la fermer derrière vous, elle se referme toute seule. Ça permet juste d'éviter qu'il y ait des curieux éventuellement qui rentrent dans l'appartement ou dans l'immeuble parce que vos locataires ont oublié de refermer la porte derrière eux. Ou il peut y avoir également associé à ça des poignées qui sont fixes. C'est-à-dire que vous avez besoin soit de la gâche, soit d'une clé pour ouvrir la porte et elle se referme toute seule. L'avantage, c'est que du coup, les personnes qui n'ont pas la clé ne peuvent pas rentrer dans l'immeuble. Mais l'inconvénient, c'est que si vos locataires, par exemple, sont partis sortir leur poubelle sans leur clé, ils se retrouvent enfermés dehors. Voilà, donc à vous de vérifier ce qu'il y a actuellement sur la porte d'entrée et à vous de chiffrer éventuellement ce que vous voulez que ce soit exactement, ce que vous pensez idéal pour votre immeuble. Tant que vous êtes au niveau de la porte d'entrée, n'hésitez pas à regarder s'il y a un interphone et notamment s'il y a des noms à côté de ces interphones. Voilà, l'interphone, ça fait toujours bonne impression s'il est propre, s'il y a des noms bien écrits à côté et que c'est écrit à chaque bouton. Voilà, ça donne forcément une bonne impression. On voit parfois des choses voilà, avec sans nom, des choses comme ça, ça donne forcément une moins bonne impression. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous avez de l'électricité dans l'immeuble, n'hésitez pas à tester cet interphone pour vérifier qu'il marche bien. Comme ça, vous serez rassurés, vous n'aurez pas de travaux à prévoir là-dessus. Les boîtes aux lettres, très important les boîtes aux lettres, on n'y pense pas forcément, mais c'est révélateur de l'entretien de l'immeuble. C'est-à-dire que souvent, quand on visite des immeubles, on voit peut-être 5 boîtes aux lettres, mais si vous avez par exemple 5 boîtes aux lettres différentes ou qui ont été forcées et donc qui sont toutes pliées, ou voilà, ça donne forcément une mauvaise impression. Donc si vous avez déjà les boîtes aux lettres qui sont identiques, c'est déjà une bonne chose. Pareil que les interphones, s'il y a des noms dessus, c'est toujours plus plaisant, plus propre, et ça veut dire que c'est aussi bien entretenu par les locataires et par le propriétaire. Dans les parties communes, vous avez sûrement un escalier. Donc notez s'il est en béton ou s'il est en bois. S'il est en béton, c'est bien parce que plus simple à nettoyer, plus simple à entretenir et plus solide dans le temps. Ça va mieux résister aux nombreux passages de vos locataires. Si votre escalier est en bois, il faudra un peu plus l'entretenir, ça demandera des vitrifications pour qu'il puisse résister un peu plus dans le temps et résister aux passages réguliers de vos locataires. Quelle est la hauteur du garde-corps et de la main courante? Oui, parce que ces deux éléments, les hauteurs en tout cas de ces deux éléments, est réglementée. Si au niveau de votre garde-corps, donc garde-corps c'est la rambarde qui est située au niveau de vos paliers, elle doit être d'1 mètre minimum pour éviter toute chute. Si c'est la main courante, donc ça veut dire que c'est en gros la rambarde qui est située dans les escaliers, dans la montée d'escalier, elle doit être de 90 cm au-dessus du pied de nez de la marche. Voilà, c'est réglementé, sachez que si jamais il y a un accident, vous pourriez être tenu pour responsable si ces deux éléments ne sont pas aux normes. Enfin, y a-t-il la présence d'un Velux de désenfumage? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Velux de désenfumage? C'est un Velux en fait qui est situé dans la partie haute des parties communes ou la toiture des parties communes et qui va être actionné de manière mécanique du rez-de-chaussée. C'est-à-dire que si vous avez de la fumée et le feu dans votre immeuble, un locataire du rez-de-chaussée peut actionner la manette et ça va ouvrir automatiquement le Velux en haut pour laisser s'échapper la fumée. Sachez que ce n'est pas obligatoire dans tous les immeubles, c'est obligatoire dans les immeubles qui sont en R+3 ou plus,
ou dans les immeubles qui sont en R+2 et dont le niveau du plancher du dernier étage est situé à plus de 9 mètres de haut. Donc voilà, c'est quelque chose qui est obligatoire également. Donc n'hésitez pas à vérifier si votre immeuble rentre dans le cas que je viens de vous donner, de vérifier s'il y a bien ce Velux là pour protéger aussi vos locataires et pour vous protéger vous du coup en même temps. Voilà, c'était tout pour les parties communes. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à télécharger dans le lien en bas la checklist du coup, qui est gratuite en PDF que vous pourrez emmener avec vous lors de votre prochaine visite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis maintenant à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!